Bonjour à tous et bonjour à toi Tristan. Salut, salut! Alors aujourd'hui on a pas mal de spoil pour MH3 qui commence tout doucement à pointer le bout de son nez et on aimerait bien déjà faire un petit top 5 des cartes qui viennent d'être annoncées. Euh, D'autres viendront bien sûr sûrement compléter notre top 5 définitif, mais on va déjà vous partager 5 cartes qui nous semblent très intéressantes à rajouter dans la méta moderne. Alors oui, et en plus il y a du beau monde, il y a vraiment des grosses cartes, c'était assez difficile de choisir seulement 5 cartes. Moi par exemple, comme première carte, j'ai choisi un land, bien évidemment grand joueur de tronc, je vais aimer ce land je crois. C'est Hugin's Labyrinthe. Donc c'est un land avec le imprint et quand il est TB en fait je peux exiler un colorless carte avec mana value de 7 ou plus de ma main et je peux l'engager pour un colorless et si une carte est exilée avec Hugin's Labyrinthe, j'ajoute 2 à la place. Et sinon je peux engager ce land pour renvoyer la carte exilée dans la main de son propriétaire. C'est une carte qui est extrêmement forte car à l'image un peu de Eldrazi Temple ou Ancien Tombe, elle ajoute 2 mana. Alors certes il y a une condition, c'est d'exiler une carte de sa main colorless de 7 ou plus, ce qui est quand même relativement compliqué, mais c'est quand même le premier land qui ajoute 2 mana, hors Urza's Mine, etc., qui n'a pas de condition. Parce que par exemple, Ancienne Tombe, fallait perdre 2 dégâts obligatoirement pour à chaque fois l'engager. Eldrazi Temple, ça engageait 2 pour seulement les Eldrazi. Ici, on peut engager 2 pour n'importe quoi. Donc ça permet de faire, ok, j'exile un Ulamog de ma main, je joue Hugin's Labyrinthe, et pour 2, je joue Calice à 1. Voilà, donc ça veut dire que tour 1, je peux faire Calice à 1, et dans une méta qui s'annonce potentiellement plus agressive avec des petites créatures à 1, etc., bah pour moi c'est quand même un très très bon land, que je vois dans Tron, mais pas forcément que dans Tron, je pense. Mais je ne sais pas encore quel genre de deck, mais je pense que ça va pas être joué que dans Tron. Ouais, ouais, c'est très intéressant parce que, alors, je trouvais déjà la carte très forte pour les 2 premières lignes, mais moi c'est la dernière, surtout que c'est que cette carte exilée peut revenir dans la main de son propriétaire. Donc finalement, elle n'est pas perdue lorsqu'on on l'exile, on sait la récupérer. Peut-être aussi ça protège une carte, intéressante, contre des saisies de pensée ou ce genre de choses. Donc dans Tron, bien sûr, que Kalissa 1, tu verrais, avec pour cette carte? Bah, sur le tour 1, oui. Après, ça permet aussi de faire des tours 2 éventuellement un peu plus sympas avec Tron, du style, ok, on peut faire genre land map, puis on a tour 2 par exemple 3 mana, bah, on peut refaire genre une star, crack la star, craquer la map, etc. Donc ça permet vraiment peut-être d'avoir une autre dimension. Ça permet aussi de jouer éventuellement d'autres artefacts qui coûtent 2 du style Cursed Totem, ou plusieurs artefacts à 1 ou ce genre de choses, donc c'est plutôt fort. Et c'est vrai que tu disais que c'était très fort de renvoyer la carte exilée dans la main, et j'ai pensé exactement comme toi. Par exemple, quand on affronte un Rakdos Scam avec Doughty Walker sur le board, bah on est content d'avoir joué Hugin's Labyrinthe et d'avoir exilé notre Ulamog pour se protéger et le reprendre prochainement, quand on aura 10 par exemple. Alors certes, le land ici fera plus que un colorless, mais je pense qu'à partir du moment où on est assez bien dans la partie, on aura vite les 10. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne carte de protection. Comme t'as dit, la carte est pas perdue, et ça, c'est vraiment cool. Et on la rentrerait en combien d'exemplaires, dans un Tron, bien sûr, compétitif? Moi, je dirais qu'on la verra à grand maximum en 2 fois, parce que c'est assez compliqué quand même d'activer le imprint à 7 et plus, même s'il y a beaucoup d'Eldrazi et de cartes qui sont éditées à 7 dans l'extension, ça reste assez compliqué. En plus de ça, si on en ajoute 2, ça veut dire qu'il faut cut 2 cartes. Sauf que si on cut 2 cartes, bah à part les sagas, je vois pas trop ce qu'on peut cut. Les Lentrons, ils sont trop nécessaires, et on a déjà pas beaucoup de forêts dans les decks. Après, ça peut peut-être tourner plus autour d'un Eldrazi Tron,
Si c'est Eldrazi-Tron, à mon avis, ce sera potentiellement joué aussi en 2 fois, peut-être en 3 fois. Et là, ce serait vraiment très très fort, je pense, dans un Eldratron, donc peut-être le retour de ce deck. Je te propose de continuer avec, une carte qui n'est pas une nouvelle carte, mais qui, se voit être légale en moderne. C'est, Priest of Titania. C'est un elfe, 1/1 pour, 1 incolore et un vert. Et tout simplement, lorsqu'on l'engage, elle nous donne, 1 mana vert pour chaque elfe qui est sur le champ de bataille. C'est une carte qui, est fort jouée dans les decks, elfes, dans d'autres formats. Ici, la voir en moderne, c'est toujours sympa parce que on avait une carte en moderne elfe qui était semblable, c'était l'archidruide elfe, qui faisait exactement la même chose, mais qui donnait en plus, +1/+1. Voilà, ici une carte, pour 2 mana qui fait ce genre d'effet, c'est assez fort. Alors toujours le gros point faible de ce genre de deck et de ce genre de deck, du genre de deck créature, en général, bah, c'est la toughness de 1. Même si on n'a plus Fury, Vraine et l'Orchis Bowmaster sont encore fort présents, pour la ping. Mais voilà, c'est une carte qui, moi personnellement, je trouve intéressante. Si je devais refaire un deck elfe, rentrerait, très probablement en x2, peut-être même x4. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour revoir le deck elfe? Bah, voilà, ça comme je l'ai dit, encore avec, malheureusement Vraine, heu, avec l'Orcish surtout et toute une méta avec autant de gestion de créatures, est-ce que, ça va vraiment sauver les decks créatures? Alors, on n'en parlera pas ici, mais on a vu d'autres petites cartes intéressantes, que ce soit pour les merfolk, que ce soit même pour, les slivers. On sent que, Wizard avec, les extensions Modern Horizon essaie un petit peu de pousser les archétypes créatures. Mais je ne sais pas toi, ton avis, est-ce que, Priest of Titania va sauver, le deck elfe qui n'est plus vu depuis, 2018, je dirais, en moderne. Est-ce que, à ton avis, ça va sauver le deck elfe et les decks créatures, en général? Pour moi, clairement pas. C'est pas suffisamment fort. En fait, c'est une 1-1. Elle aurait été 1-2, là je t'aurais dit ouais, elle va sauver le deck elf parce que c'est genre super fort et que ça aurait été grave sympa. Mais là, vraiment, comme t'as dit, le fait que ce soit 1-1, que ce soit une méta très axée sur bah, anti-créature, etc., avec des solitudes, des bindings, des TF pour remonter en main, même une Bolt, une Elite, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent la gérer. Alors, je suppose que si elle est jouée dans d'autres formats, euh, en sachant qu'il y a aussi d'autres cartes pour la gérer dans les formats en question, bah, c'est qu'elle a quand même une chance de vivre. Mais les formats divers que tu citais avant sont assez rapides. Genre, il y a d'autres cartes pour tourner autour. Ici, avec la méta moderne actuelle, je pense que ça va être un peu compliqué. S'ils font peut-être un unban de Glimpse of Nature, pourquoi pas. Mais ça, je pense que ça se passera pas avant quelques mois après la sortie de l'extension. Mais on va dire que c'est un petit espoir pour le deck Elf, mais vraiment genre, je pense que ce sera plus un petit caillou dans l'eau que plutôt euh, un gros truc quoi. Donc ouais, t'as bien cité tout ce que je pensais, donc j'ai pas d'autre chose à dire. Alors moi pour ma prochaine carte on va rester dans le tronc, dans l'Eldrazi, etc. C'est Emrakul de World and You, donc c'est une 12-12 Eldrazi Legendary forcément, pour 12, et quand je caste le spell, je gagne le contrôle de toutes les créatures que le joueur contrôle. Elle a le vol, la protection des spells et des permanents qui ont été cast ce tour-ci, et quand il quitte le champ de bataille, je dois sacrifier toutes les créatures, sacrifice all creatures you control, ouais c'est ça, donc je sacrifie toutes les créatures que je contrôle. Et elle a le Madness, où je peux payer 6 colorless, donc c'est possible de le jouer très rapidement si on a un petit setup.
Alors j'ai mis cette carte parce que je trouve qu'elle est extrêmement forte. Genre vraiment c'est que ce soit en EDH ou même en moderne, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Alors on n'en parle déjà pas assez que juste 12-12 pour 12 en général c'est game breaker hein, en moderne. Mais là quand on la caste on gagne toutes les toutes les créatures en fait. Genre voilà c'est genre je caste même si tu me le contres, je gagne toutes tes créatures. Donc c'est extrêmement fort. En plus de ça, c'est inutile de me le contrer puisque quand je vais le cast, je vais gagner toutes tes créatures et vu qu'il aura pas touché le champ de bataille, bah, je vais garder tes créatures. Donc au final, t'auras juste dépensé un contre et moi j'aurais gagné toutes tes créatures pour 12. Bon, ça fait peut-être un peu cher, mais bah, en attendant, tu te retrouveras derrière. Euh, Il a une protection un peu moins vénère que tous les autres Emracules, mais je pense que c'est justement pour un peu jouer avec l'aspect je sacrifie toutes les créatures que je contrôle, je les gagne, machin, etc. Je trouve que la carte est plutôt justement bien équilibrée, et le fait qu'on puisse Madness en payant 6 colorless, je trouve que c'est cool, ça fonctionne bien avec Underworld Cookbook, qui fait en sorte qu'on puisse discard une carte, etc. J'ai regardé un peu, on peut la jouer tour 3, si c'est un bon setup, etc. Donc tour 3 en moderne, avoir une 12-12 qui vole toutes les créatures, je pense que c'est plutôt pas mal dans une méta où tour 2 on a une 4-4 vol, lifelink, etc. avec le Sillon of Draco. Donc c'est vraiment super chouette comme créature. Je pense qu'elle sera jouée, mais pas que dans Tron. Ça, c'est quasi sûr et certain d'ailleurs. Moi, je la vois bien jouer dans éventuellement un truc comme Affinity, parce que avec Thunder the Outlaw, on a vu qu'il y avait un petit Affinity qui essaie de remonter et qui caste justement le Emrakul Ionstorm là. Donc pourquoi pas cast celui-ci. Donc ouais, c'est une carte vraiment elle fait le café et j'aime beaucoup le design de la carte. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai hâte de la voir et de la rentrer dans mon trou. Et ben, moi, en tant que joueur de créature, je n'ai pas hâte de la voir justement, mais oui, je trouve ça intéressant parce que, l'effet, effectivement, gagner le contrôle des créatures qui se fait, au cast, et non pas à l'arrivée sur le champ de bataille, bah, je trouve ça bien. C'est une espèce de Vras pour, les decks Tron, donc bah oui, sympa, très, très sympa, on imagine ça en EDH, je ne sais pas si ça va être aussi puissant, parce que rappelons que Modern Horizon 3, aura des decks, préconstruits EDH et donc sûrement que beaucoup de cartes, de cette extension vont également rentrer dans pas mal de decks EDH. Celle-ci, voilà, en EDH, je ne saurais pas me prononcer, mais en moderne, oui, c'est sûr que c'est très 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 puissant. C'est très puissant. Euh, Moi je propose qu'on laisse débattre tous les joueurs de Tron dans les commentaires. je pense que tous les joueurs de Tron vont être très contents. Et de toute manière, à mon avis, les 5 cartes que tu vas présenter, je pense que tous les joueurs de Tron vont être fortement contents par rapport aux autres joueurs. Alors, en deuxième carte, moi j'ai choisi le Sylvian Safekeeper. C'est une 1-1 pour un vert, tout simplement. Une créature humain et wizard. C'est dommage, on aurait pu avoir le type elfe ou elfe humain, c'est vrai. Euh, Ouais. Heu, Tout simplement, très simple, sacrifier un land et la créature, ciblée gagne, le Shroud jusqu'à la fin du tour. Le Shroud, elle ne peut pas être la cible de capacité ou de sort. Hem, Vert, c'est une très, très bonne couleur, je trouve, parce que un autre petit deck alors, on peut imaginer elfe, si bien sûr elfe, revient dans la méta, mais le fait que ce soit un humain, ah, c'est dommage. On pourrait penser, au deck humain, qui pareil, ça fait longtemps qui n'a plus montré le bout de son nez. Je ne sais pas si vraiment le vert est la couleur la plus adaptée, pour ce deck-là. Mais, moi cette carte, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, j'ai bien envie de la tester pour, pourquoi pas, un John pour protéger un Tarmo.
bon, ça me semble un peu weak, dans ce cas-là, mais moi je la mettrais surtout, bah, dans Infect. Dans Infect, c'est une sorte de protection en plus, pour, pour nos créatures, parce qu'en infect, c'est ça le truc, c'est que généralement, on claque beaucoup nos manas pour, pump notre créature et à chaque fois on doit se dire: «Bon, OK, est-ce que je la pump à fond? Ah ouais, non, je dois garder un mana pour, me protéger au cas où je me prends en removal», et donc les choix finalement sont parfois un peu compliqués dans infect. Bah, là, je trouve que c'est un bon tour 1 parce que ça peut être un tour 1, voilà, le Sylvian, et puis on imagine tour 2, on met, une créature infecte, et le tour 3 là, on peut débiter parce que le tour 3 généralement, on a que 2 landes, et donc on peut taper 2 pump spell, suffisant pour claquer les 10 marqueurs poison, et si, vraiment, notre adversaire veut nous gérer, il nous suffit de sacrifier, un land, et la créature gagne la protection. Et voilà, et généralement vu que, infect on veut terminer, tour 3 grand max, bah, on a plus besoin de nos landes. Donc je pense que c'est une carte, je ne sais pas si elle va être jouée. Je ne sais pas encore une fois si ça va être suffisant pour faire revenir, le deck infect. On peut imaginer aussi dans d'autres decks qui doivent protéger des créatures bien sûr, mais voilà. Est-ce que ça va être suffisant? Il y en a pas énormément, il y en a pas énormément, oui, Ouais, il y en a pas énormément. est-ce que ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, comme tu disais, un Jund, pourquoi pas, parce que avec Vren and Six, bah, ça peut faire vraiment genre value fois 1000, genre, je sacrifie mon land, je le reprends avec Vren, et après je protège ma créa, genre mon Tarma ou quoi. Moi, ça m'étonne que t'aies pas cité un truc, et en plus je t'aurais repris sur ça. Moi je la voyais bien dans Yawgmoth, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait c'est un humain. Donc en fait, Yawgmoth il a la protection des humains, donc il pourra pas être target par Sylvan Safekeeper, donc en fait c'est nul. C'est Voilà, c'est c'est tout c'est, simplement. c'est la seule, ouais, vraiment le type humain. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est Ouais, dommage, c'est c'est ça. dommage, c'est Mais dommage. pour moi, ce sera une carte potentiellement jouée, mais dans des decks sous tiers. Ce sera pas vraiment big. Après, ça peut potentiellement être joué dans Primeval Titan, pour Oui, protéger le Titan, ouais, 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 j'y tout pensais. simplement. Genre, je pense que ça peut être sympa, surtout que bon, il a quand même beaucoup de land et tout. Mais ouais, je sais pas. J'avoue que la carte, je l'aime beaucoup. Je la trouve sympa et tout. Mais c'est vrai que le type Human Wizard, moi j'aurais préféré Human Elf par exemple. Là, ça aurait été vraiment. Déjà, ça aurait fait du sens avec la carte. Enfin, à un moment, il faut Wizard, faut se réveiller. Mais ouais, non. Je sais pas. J'avoue que j'attends de voir en fait la carte. Mais je suis quand même content de l'avoir en moderne. Tristan, tu vas Moi, nous je te pro. partager ta Ouais. troisième carte. Je te proposais justement de partir sur ma troisième carte qui va aussi faire plaisir aux Tron players, hein, bien évidemment, parce que j'ai décidé d'axer mon top 5 sur ça. C'est Nul Elemental Blast, donc ça coûte un seul colorless, c'est un instant, et en fait, tout comme Pyroblast ou Hydroblast et ce genre de choses, ça dit qu'on doit choisir un mode sur les deux, soit on choisit de contrer un target multicolored spell, soit on choisit de détruire le multicolored permanent ciblé. Donc voilà, c'est globalement très fort, hein. C'est très fort. C'est, je pense, l'une des meilleures cartes qu'on vient de citer Et, dans ce et top. c'est une unco, donc enfin à un moment, voilà, j'adore l'élu, vous la verrez sûrement à l'écran. Elle est super simple, mais c'est toujours efficace. Mais on parle surtout d'une carte qui gère territorial Kavu très facilement, qui gère beaucoup de cartes, genre un Teferi, ok, bah je te le contre. Voilà. Genre, je suis là en mode, waouh, on va pouvoir contrer Baby Tef, quoi. Genre, c'est trop cool. Et du coup, moi, il y a une partie de moi qui me dit que Tron va vraiment changer de dynamique. Là, la dynamique, c'était un peu, vu la méta, on essayait de diminuer le mana cost de nos sorts. Donc, à la place de jouer plein de PW énormes et tout, on essayait de jouer plutôt des petites cartes de rampe ou de pioche, quoi, pour essayer justement de trouver nos réponses et le ring, etc.
Et avec ça, j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers, et avec le Emrakul au-dessus et le labyrinthe, on se dirige plus vers une génération un peu ancienne du tronc, j'ai l'impression, mais avec un peu de nouveauté, dans le sens où on va sûrement pouvoir rejouer des grosses cartes, mélangées à des petites cartes à 1 et à 2, quoi. Et on va pouvoir un peu avoir de la gestion en early pour justement se protéger et pouvoir jouer nos gros bébés. Elemental Blast, c'est genre une de mes cartes préférées, alors que c'est une Unco, je ne comprends pas, il y a genre plein de trucs à côté qui sont dingues, mais genre vraiment la carte, je trouve qu'elle est très bien design, et enfin genre juste, c'est broken quoi. Pour moi c'est broken. Mais après, ça contre pas beaucoup de cartes en moderne, mais ça contre des bonnes cartes en moderne. C'est ça. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait, mais en version Eldrazi, puisque on a bien compris que cette extension allait être dédiée aux Eldrazi principalement. Euh, donc moi je trouve qu'ils ont quand même bien réussi leur coup. La carte est forte, mais vu que ça gère que les multicolores spells et permanents, je pense que c'est quand même assez correct comme force. Par contre, la carte que tu vas citer juste maintenant, pour ton top 5, elle est extrêmement forte et elle fait de l'ombre à une carte qui était présente dans la méta jusqu'il y a peu. Alors oui, moi en troisième position, j'ai choisi Orim's Chant. Désolé pour mon accent anglais. C'est un instant pour un blanc qui a le kick pour un blanc aussi. Et tout simplement, très efficace. Le joueur ciblé ne peut pas jouer lancer de sort ce tour-ci. Et si ce sort a été kické, les créatures ne peuvent pas attaquer ce tour. Et ben, ça, pour un mana blanc, un instant, ça fait le café de fou. Ça fait le café de fou. Ça emmerde pas mal de joueurs qui justement, tu l'as déjà parlé, cette méta un petit peu aggro qui veut aller rapidement, qui veut jouer des trucs. Je pense par exemple un prouesse qui est discret pour le moment, mais un Murktide également. Tout ce genre de petits mondes qui veut jouer des cartes pour un peu avancer et là qui vont être slow petit à petit. Très très fort aussi pour contrer des grosses attaques de board. Si le board voilà, est trop présent, qu'on n'arrive pas à le gérer, ça peut aussi servir. Voilà, une petite carte que je trouve assez sympathique. Ce qui est sympa, c'est que ça va que dans un sens, hein, c'est target player can cast spell, donc on peut imaginer pourquoi pas un petit on pourrait imaginer pourquoi pas un petit Hammer Time qui fait sa petite popote là, hop, 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 il attache tous ses marteaux, et puis tour d'après, il dit ah bah non, toi tu fais rien, voilà, je reprends la main. C'est un petit peu faire passer le tour à son adversaire un petit peu, cette carte. Pour un, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc voilà, sympa. Pourquoi pas également l'avoir dans un deck You White Control. Ouais, Ça fait très longtemps fort. qu'on n'a plus vu aussi ce genre de... Ça pourrait être très très fort, permettre Mais justement de temporiser pour arriver à TEF. par rapport à Hammer Time, tu disais ouais, je fais ça pour un peu bloquer l'adversaire, mais tu peux aussi faire ça, on imagine, en main phase 1. Genre limite, on peut même faire ça à l'untap ou quoi, directement après la pioche. On fait ok, je te fais Orim Chance sur toi, comme ça tu peux pas cast spell ce tour-ci. Et toi, en attendant, bah tu joues tes marteaux et t'attaques directement avec si t'as déjà une créature. Et en fait, bah le mec il pourra
rien lancer, il pourra juste bloquer. Donc ce sera value en fait. C'est soit il bloque et il meurt pas, mais il perd quelque chose, soit il meurt, donc c'est plutôt fort. Personnellement, c'est une de mes cartes préférées et je trouve qu'elle fait de l'ombre elle fait de l'ombre à silence. Alors silence était déjà très fort et ici en fait c'est genre silence avec fog en fait. Donc c'est vraiment la carte je pense qu'il fallait euh, pour certains decks. UE Control va vraiment genre utiliser cette carte je pense hein, clairement parce que bah juste dire tu joues plus et tu m'attaques pas dans un deck contrôle c'est ce qu'on attend je crois. En plus de ça, ça permet, si on kick, ça permet aussi de protéger nos Planeswalkers. Bah ouais, tu peux pas gérer mon Planeswalker, donc mon Planeswalker il va aller à l'ulti plus vite. Donc c'est très fort. Il suffit d'en avoir 4 copies et le mec, il y a déjà 4 tours où il va pas pouvoir jouer et attaquer possiblement. Donc c'est plutôt très fort. Je pense que dans ton top 5, c'est genre ma carte préférée. Voilà, si jamais. Et voilà, c'est une carte blanche, donc c'est sûr que ça va pas rentrer dans Ouais. tous les decks. Ça va rentrer dans 2-3, mais c'est ce qu'on veut aussi. Hein, c'est des cartes qui ne sont pas over puissantes, qui vont rentrer dans tous les decks, etc. On aimerait bien un petit peu justement que chacun aille à manger finalement avec cette édition de MH3. C'est ça. Et moi, pour enchaîner, je vais parler d'une carte qui n'a pas été annoncée officiellement. C'est seulement un leak. Mais pour l'instant, j'ai pris ma source d'un endroit où tous les leaks qui ont été faits se sont déroulés comme ça, genre ça s'est passé, genre il y avait le Emrakul qui avait été leak, etc. Donc au final, je lui fais confiance. Donc c'est Ulamog de Defiler. C'est une 7/7 pour 10 mana. Legendary Eldrazi forcément comme tous les Ulamog aussi. Et c'est, je pense, ma carte préférée limite de mon top 5 aussi, en termes de créatures. Donc quand tu castes ce spell, le target opponent exile la moitié de sa librairie rounded up. Il a le ward et on doit sacrifier 2 permanents. Et si on veut le cibler. Et il ETB avec un nombre de marqueurs +1/+1 équivalent à la mana value la plus élevée parmi les sorts mis en exil de cette manière. Et Ulamog a Annihilateur X, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 qu'il a sur lui. Donc en sachant que c'est une 7/7, on imagine on joue contre Murktide, on exile un Murktide, c'est une 14/14 Annihilateur 7. Voilà. C'est C'est- c'est ridiculement fort. Le ward sacrifie tout permanent. Bon bah c'est bon, on a compris. On a compris. C'est une carte. c'est ça. Ouais. En fait, la carte, je la trouve très bien équilibrée aussi, étrangement, alors que pourtant, avec ce que je viens de citer, on a peur, genre. Mais en fait, le Ward Sacrifice tout permanent, c'est très facile, parce que soit tu te fais attaquer avec Annihilateur 7, par exemple, contre Murktide, euh, et tu, tu meurs, en fait, hein, globalement. Soit tu fais Otawara, par exemple, tu targetes ça pour le renvoyer dans la main de son propriétaire, et gagner un tour ou même peut-être pour win à ton tour et tu sacrifies 2 permanents genre de land ou un trésor ou ce genre de choses. Voilà, je pense que le choix est vite fait entre te prendre 14 dégâts dans la tête et Annihilateur 7 ou juste sacrifier 2 permanents que tu choisis pour gérer ton Ilamog en face. Bah voilà, la question est vite répondue comme on dit. Euh, Moi je trouve que la carte est genre juste insane. Et justement, quand je disais que Tron allait revenir à des gros bébés qu'il allait pouvoir cast et après qu'il allait pouvoir bourriner avec, bah Ulamog de Defiler est un parfait exemple, je pense. Donc toi, je sais que ça te fait déjà un peu peur comme carte, mais j'aimerais quand même avoir ton avis. Eh oui, une carte très très effrayante. Bah surtout si on imagine un Eldrazi-Tron. Eldrazi-Tron qui joue des cavernes, Cavern of Soul. Bah ouais, c'est fini quoi, c'est finito. Ouais, ça va être. Tron va vraiment être un deck à surveiller, un deck où il va falloir vraiment gérer un maximum les landes parce que les créatures, force est de croire qu'on va avoir du mal à les gérer quand on va arriver.
Ouais, c'est ça. Et tu dis que ça a Cavern of Souls, donc ça rend incontrable, mais en vrai, moi, si on me le contre, je m'en fous, parce qu'au final, je t'ai quand même exilé la moitié de ta bibliothèque. Donc avec l'autre Ulamog qui exile 20 cartes en attaquant, bah voilà quoi, ça fait... C'est très bien comme ça, genre. Euh, c'est sûr que Tron va être surveillé, je pense, dans la méta, et qu'on aura beaucoup de Boseiju, de Blood Moon, ce genre de cartes un peu crades, mais on en a déjà plein actuellement. Donc au final, je pense que ça changera un peu plus, ce sera genre plus agressif par rapport au Land Tron, où on peut aussi imaginer un retour de Ponza éventuellement, parce qu'il y a quand même des bonnes cartes en rouge qui ont été éditées, ou en tout cas annoncées. Mais ouais, le Ulamog là, franchement, il m'excite un peu. Genre, je suis un peu en mode, vas-y, j'ai envie de voir la carte tourner, j'ai envie d'essayer de la cast au moins une fois et d'attaquer avec quoi. Mais ouais. À côté, la prochaine créature que tu diras, bah, elle ressemble un peu à un bébé à côté, alors qu'au final, elle est quand même plutôt très forte. Mais Justement, Tristan, pour mon top 2, si je te dis une créature pour représenter le moderne, les boomers du moderne, si je puis dire, tu me diras bien sûr Tarmogoyf, qui est une carte très sympa, qui rend dans Junt. On peut voir aussi des espèces de deck Témur la jouer. C'est la carte un petit peu vitrine du moderne. Il y a fort longtemps, à l'époque où il n'y avait pas tous ces Ragavan et tous ces élémentals, comme diraient les anciens du moderne. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre Tarmogoyf encore plus fort? Eh bien, on pourrait imprimer Nethergoyf, qui est un Tarmogoyf, mais pour un noir, un mana. Ça fait exactement la même chose qu'un Goyf, c'est-à-dire sa puissance est égale au nombre de cartes, de types de cartes parmi, alors non pas les cimetières, mais notre cimetière. Et la même chose pour sa toughness plus 1. Mais en plus de cela, bah, ça a l'escape. Ça a l'escape pour 2 incolores et un noir. Et donc, on sait le faire revenir. Voilà. C'est un Goyf en plus fort, parce que certes ça prend plus tous les cimetières en jeu, mais maintenant Junt a accès à la Dragon Rage Chandler qui permet facilement de taper des cartes dans son propre cimetière. Donc finalement ça va être vite un gros bébé. Pour un noir, bah c'est sympa. On peut penser aussi à Death Shadow, hein, qui est un petit peu cette optique de un noir avoir une grosse bestiole. Et l'escape, alors le coût d'escape est fort cher, hein, parce qu'en plus on doit exiler autant de nombre de... on doit exiler any number of other cards from your graveyard with 4 or more card tape among them. Vas-y, résumer ça. Ouais, c'est spécifique. ah ouais, c'est très spécifique. Ouais, c'est spécifique parce que 4 cartes type, déjà, ça veut dire que ton Nethergoyf, si t'en as pas deux cartes type dans ton cimetière à chaque fois, enfin 2 exemplaires de chaque, quoi. Si t'as pas ça, bah ton Nethergoyf il va arriver, il va être peut-être 1-2 ou grand maximum 2-3. Donc c'est assez fragile, mais par contre comme tu dis, c'est vrai que genre comme tour 1 c'est très fort, genre tu fais fetch et tu joues ça, bah c'est bon, elle est déjà 1-2, tu peux jouer une bobble, elle devient 2-3, donc tour 1 avoir une 2-3 sur le board c'est pas mal. On imagine à ton tour tu fais une bolt, je pense qu'on se dirige vers un Jund et un ancien rock, parce que l'air de rien BG Rock c'était assez joué à l'époque où je commençais, et ça a disparu parce que ben plus assez de cartes fortes, et là justement je pense que c'est une bonne aide pour ce genre de deck, et c'est ça aussi qui me donne un peu d'espoir, c'est que ce genre de carte je sais qu'elle va être jouée, la carte, donc ça peut aussi donner un peu d'espoir pour les decks créatures,
Bon, c'est sûr qu'à côté, quand on voit un Ulamog 7-7 qui exile la moitié, machin, c'est impressionnant, mais bon, c'est pas le même coup de mana, c'est pas le même game plan. Donc on peut imaginer ça aussi dans un deck Vengevine Self-Mill. Genre moi je vois très bien ça dans ce deck. Genre même d'ailleurs c'est genre une carte qui fit trop bien dedans. Parce que bah ouais, ça permet de faire des trucs avec Vengevine qui sont plutôt vénères. Elle coûte 1 mana, elle a escape. Enfin ouais, genre on peut jouer les crabes, etc. Et franchement, je pense que ce deck un peu sous tiers comme ça, Vengevine pour l'instant, bah il peut peut-être un peu remonter quand même grâce à la carte, je pense. Ouais, c'est une carte finalement, nostalgie, si je puis dire, qui est très sympa, qui va sûrement, plaire et peut-être, ramener les vieux de la vieille les vieux de la veille, pardon, dans, le moderne. Tristan, ta Ouais. dernière carte, pour Alors, ce top, ma dernière carte, bon, c'est pas ma carte top 1, hein, parce que je les ai pas mises dans l'ordre, moi, mais c'est Nul Drifter, donc c'est une 4/4 Eldrazi élémentale pour 7 mana colorless. Euh, Quand tu castes le spell, tu draw 2, ça a le vol, Annihilateur 1, et évoque pour 2 et un bleu. Alors, donc c'est clairement un Muldrifter, mais en Eldrazi pour 7, mais qui a exactement tout pareil, sauf les stats et le annihilateur. Euh, donc je trouve que j'adore déjà Muldrifter de base, je trouve que c'est une carte plutôt polyvalente et très sympathique. Ici, voilà, c'est une carte que tu peux exiler sous Hugin's Labyrinthe puisqu'elle coûte 7. En late game, tu la reprends dans ta main, tu la castes, tu pioches 2 cartes pour te relancer un peu dans la game si tu touches pas tes cartes. Soit tu l'évoques comme ça, tu te dis ok je peux toucher ring, comme ça je peux me protéger, ou alors tu te dis ok je mets une 4/4 vol annihilateur 1 et je pioche 2 en même temps. En vrai, les deux options sont très bonnes puisque bah l'air de rien une 4/4 c'est quand même cool, ça se prend pas la bolt, ça se prend juste Unholy, ça se prend aussi les gestions genre en noir et tout, mais je pense que c'est vraiment très cool. La carte est plutôt bien design et ça trigger avec d'autres cartes qui ont été annoncées, mais je pense que toute seule comme ça, bah c'est sûr certain, ce sera à mon avis au moins joué en une copie dans Blue Throne. Ça c'est quasi sûr. Et moi je l'imagine bien aussi, l'air de rien, potentiellement dans les autres versions de Tron, parce que ben on oublie, enfin il faut pas oublier justement que dans Tron il y a la chromatic sphere et la chromatic star et ça ajoute n'importe quelle couleur, donc au final on peut jouer Green Tron, faire chromatique pour cast on évoque le Nul Drifter parce qu'on ajoutera du bleu et là c'est bon, genre on évoque on draw 2 et voilà. Après est-ce que c'est ça le play, je pense pas, mais c'est vraiment une carte que j'apprécie, qui est plutôt bien balancée et voilà, moi j'aime bien piocher et ça fait de la pioche. Le petit annihilateur 1, il est là, il fait plaisir, mais c'est pas non plus trop broken, donc ouais, je sais pas ce que tu penses de la carte, mais moi je la trouve cool. je la trouve sympa. Une 4/4 fly, c'est assez intéressant également, dans cette méta. Voilà, le fly, c'est vrai qu'on a beaucoup de créatures, chez les decks adverses, qui en ont et donc avoir du fly pour pouvoir bloquer, ces créas, c'est toujours sympa. C'est sûr qu'elle est un petit peu palote, contrairement à toutes les autres cartes que tu as présentées, mais je la trouve sympa. Je la trouve sympa, pareil le coup d'évoque, bah, c'est sûr qu'on avait eu on a été habitué à Image 2, c'est vraiment, pareil, un petit peu plus weak, mais ma foi, pourquoi pas? Voilà, c'est ça. C'est une carte, je me suis dit que je la mettais dans le top parce que bah, je pense qu'il y a quand même une petite place pour elle. Et même si elle est pas jouée, je trouve que la carte est quand même plutôt sympa. C'est sûr que moi je finis sur une carte un peu gentille et toi tu finis sur une carte je pense qui hype beaucoup de gens et qui fait peur aussi à beaucoup de gens mais qui je trouve est aussi parfaitement balancée comme design.
pour mon top 1 finalement, alors moi je vais tricher un petit peu, je vais présenter, 2 cartes parce que j'ai pas su les départager. La première, comme tu l'as dit, c'est une carte qui, fait peur aux premiers abords, qui m'a extrêmement hype au début. Là, je me pose, des questions, quant à sa place, dans mon deck, de cœur, à savoir Merfolk. C'est, Flare of Denial qui est, un instant pour un incolore et 2 bleus. Le même mana donc pour une force de négation et finalement c'est un petit peu, la force of will, que qu'on attendait, légale en moderne, bien moins puissante que la force of will. Mais donc on peut sacrifier un non-token blue créature à la place de payer, son mana cost et tout simplement counter target spell. C'est sympa. En rappelant qu'en machin on a eu force de négation qui là est vraiment vraiment très très sympa. C'est une force of will un petit peu plus faible. C'est bien parce qu'effectivement ça permet de contrer des grosses créas, etc. C'est sûr que c'était une chose que la force de négation ne pouvait pas faire. Moi, alors, je me suis dit d'abord, chouette, c'est super parce que déjà non-token créature, bah, ça permet de ne pas la rendre débile pour des decks combos qui font popper des tokens, etc. Je me dis, bah chouette, c'est parfait, parce que Merfolk, on a des créatures, etc. C'est génial. Oui, sauf que Merfolk, généralement, on a une créature tour 2, on a déjà du mal à faire grossir notre board, etc. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier l'une de mes créas pour contrer une créature, enfin un spell adverse? C'est là que ça va être... c'est à voir parce que c'est très sympa. Moi j'imagine bien le combo Merfolk Trickster plus Flare of Denial. Tout simplement, pour 2 on flash le Trickster et potentiellement on tape une créature ou on gère en construct ou autre, classique. Et en plus de cela, si notre adversaire veut réenchérir avec une carte créature ou quoi, tout simplement on peut sacrifier le Trickster qui aura déjà fait son effet en jeu et qui ne serait donc plus qu'un body inutile si je puis dire. Donc là c'est... voilà, c'est mon avis sur cette carte. À mon avis, le combo Trickster plus cette carte là peut être intéressant. Mais à voir si elle va vraiment rentrer dans Merfolk, je pense. Est-ce qu'elle va rentrer en x4 pour remplacer force de négation et subtilité? Je ne pense pas. Parce que ça veut dire que c'est une carte que tu ne joues pas tour 1, tour 2. Allez, peut-être tour 2, mais tour 1, c'est presque sûr que non. Et puis aussi, également, c'est très bien sur le papier de contrecarrer une créature, tu vas me dire. Mais n'oublions pas qu'en moderne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes qui ont la protection, justement, contre les contres, grâce aux cavernes, ou grâce à la Halfling, récemment, qui me semble est jouée dans Yawgmoth, entre autres. Donc voilà, c'est là que Subtility est intéressante, c'est que ça ne contrecarre pas, ça met sur le top de la librairie, donc voilà, je ne sais pas si tu comprends c'est une carte qui, sur le papier, est top, vraiment, c'est la force of will qu'on attendait, et en même temps, finalement, point de vue pratique, ça cloche un peu. Alors pour moi, la carte est quand même bien design aussi, l'air de rien. Parce que comme tu dis, bah ouais, on n'a pas trop envie de sacrifier une créature. Euh, le truc qu'on pourrait imaginer, c'est genre il y a un board wipe ou il y a quelque chose comme ça, ou une pièce de combo qui arrive, bah c'est sûr certain que tu préfères par exemple sacrifier un de tes Merfolk ou une de tes créatures bleues, contrer le spell, plutôt que de voir un Indomitable Creativity à 2 par exemple se résoudre. Euh,
le truc étant que, ouais, en fait, c'est une force of négation versus force of will mélangée, je trouve. Parce que je trouve la carte, elle est forte. Mais vraiment, le fait de devoir sacrifier le non-token blue, ah, ça, ça m'embête, quoi. Genre, les decks créatures, ils veulent pas trop. Je vois pas trop dans quel style de deck elle serait jouée. Parce que Murktide, il a pas vraiment énormément de cartes bleues à sacrifier. Il va pas sacrifier son Murktide qu'il a galéré à cast. Il y a Letitiana éventuellement, mais ça fait quand même un petit contrôle quand même. Euh, donc ouais, j'essaye d'imaginer là, mais honnêtement, je vois pas. Ouais voilà, je vois pas énormément de decks potentiellement jouables. Enfin, pour la carte, je veux dire. Mais la carte est cool. Moi, je pense que ça peut quand même nous étonner. Je pense que ça va peut-être même faire revenir certains decks éventuellement. On peut peut-être imaginer ce genre de carte dans tout ce qui est un peu réanimator. Genre, ok, je sacrifie une grosse créature bleue, je te gère ton truc. Puis au tour après, je la réa parce qu'elle a un ETB ou quoi ou qu'est-ce. Donc même avec Glorious Vengeance par exemple, comme ça elle a la sécurité et on perd pas vraiment de temps. Donc ouais, je suis un peu coussi coussa comme on dit. Je sais pas trop quoi en penser, mais à voir. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, voilà, mon petit moment Tristan, je termine avec, je pense la carte qui me hype vraiment. Je ne l'ai pas mis officiellement en top 1 parce qu'elle n'a pas encore été officiellement annoncée, mais le leak est plutôt solide également. C'est finalement, un Magnus of the Moon pour les Merfolk. C'est Harbinger of the Seas, pour un incolore et 2 bleus. C'est une 2/2 qui créature Merfolk bien sûr, qui dit que tous les non-basic lands sont des îles. Voilà, est-ce que je dois en parler plus finalement? Est-ce que je dois plus expliquer pourquoi cette carte, est très sympa? Je pense peut-être, 1 voire 2 main deck, 2 en side. Heu, Toi ça t'évoque quoi cette carte? En fait, t'as pas idée, genre je joue pas Merfolk, etc. Mais genre la carte, c'est limite celle qui me hype le plus dans le set. Parce que genre ok, je dis que tout est des îles, bah enfin c'est trop cool. Moi j'en avais un peu marre de voir à chaque fois ouais tout est des montagnes ou ce genre de choses, tu vois. Genre c'était assez redondant et il y avait que le rouge qui en avait un peu pour lui. Ici, le bleu commence un peu à venir. Ça peut peut-être laisser présager qu'ils vont sortir plus tard, dans quelques temps, quelques années peut-être. Les autres Magus en mode tout sera des forêts, tout sera des forêts, tout sera des plaines, tout sera des swamps, etc. Autres que Urborg et Yavimaya qui eux disent que ce sont des forêts ou des swamps en plus. Là vraiment c'est genre c'est des îles et basta. Moi je trouve que c'est cool parce que l'air de rien, elle est quand même un peu mieux. Elle sera mieux intégrée dans le moderne, je trouve, que Magus of the Moon, parce que elle sera potentiellement un peu moins forte, dans le sens où Murktide, par exemple, tu lui fais ça, bah il s'en fout un peu, tu vois, genre il a quand même tout son bleu pour jouer, et il va peut-être justement devoir un peu jouer des montagnes en plus, genre Basic Land, donc ça c'est cool. L'air de rien, Tron, bah Bluetron va peut-être venir faire coucou parce que l'air de rien bah il souffre beaucoup de Magus of the Moon mais avoir des îles bah c'est cool pour un Blue Throne donc je me dis why not et en vrai bah ouais ça tue quand même beaucoup de decks et en même temps bah ça laisse quand même une opportunité pour puisque c'est du bleu tu vois genre en bleu il y a quand même Otawara il y a quand même ce genre de choses donc moi, je me dis que la carte est très bien balance, elle coûte 3, comme le Magus of the Moon. C'est une 2/2 comme le Magus of the Moon. C'est un Merfolk, donc ce sera boosté, ça sera Island Walk, ça trigger sur le Island Walk, c'est parfait. Enfin, genre, vraiment, la carte, moi, je suis trop hype, et alors, franchement, je préfère limite me faire tuer avec ça qu'avec un Rack de Scam ou un Sillon of Draco tour 2, genre. Mais, ouais, la carte, franchement, j'aime. Genre, je pense que juste
tu vas la montrer à l'écran sûrement ou pas ou quoi, mais genre juste quand on en parle, les gens, je pense, ils savent que la carte va être forte et elle va être jouée, ça c'est sûr, certain. Elle va être jouée dans Merfolk, ça c'est vraiment un plaisir Indéniable. total de revoir qu'à chaque fois MH1, MH2 et maintenant MH3 ce tribal est mis en avant. Mais aussi on peut imaginer un espèce de pet de pet. Il me semble c'est Boyle la carte pour détruire Ouais, c'est toute. ça, ouais. C'est vrai que je t'en avais parlé, ouais. Le Blue Moon version pet terrain avec Boyle. Ouais, c'est un deck qui me tente beaucoup depuis le leak là de cette carte. Parce que pour moi, bah voilà, on peut jouer du Snapcaster, on peut jouer le Harbinger of the Seas, Boyle, la nouvelle Flare of Denial, parce que là ça coupe le spell et en vrai sacrifier un Snapcaster je m'en fous parce que moi je préfère juste te détruire tout land et te faire un board wipe dans la foulée et c'est fini, genre moi je me développe tranquillement après. Franchement je suis... Ouais, je suis mitigé, je vais attendre voir le deck qui vont sortir avec ça, mais je suis sûr certain qu'il y aura un deck conçu autour de Harbinger of the Seas. Je suis quasi sûr certain. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à nous dire votre top 5 des cartes que vous attendez dans MH3. Il y en a encore bien sûr beaucoup qui vont être annoncés. N'hésitez pas à nous suivre pour vous tenir au courant des prochains leaks. En tout cas, merci beaucoup Tristan pour ton avis. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Et en tout cas, on se dit à bientôt pour plus de magie. Ciao ciao. Salut, salut.